Vous écoutez un podcast de Splan, média d'investigation indépendant en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour cet anniversaire des 5 ans de Splan. Donc aujourd'hui, on a un programme assez dense avec plusieurs conférences qui auront lieu ici et dans le lieu en face. Je voulais aussi vous souligner au niveau des stands, nous avons là en ce moment dès 14h un jeu sur Crétacouve de Splan et imaginer les sujets et futures enquêtes et comment est-ce qu'on travaille. Nous avons aussi des dédicaces d'Alain Goutal, dessinateur, caricaturiste et directeur de publication à Splan, qui a créé 2 affiches spécialement pour aujourd'hui. Autant vous dire que c'est collector. Et nous avons également Nicole Le Garec, documentariste, qui signera au stand de la Maison qui pousse, de la librairie à l'intérieur, en face du bar, qui dédicacera son ouvrage. Donc je vous invite vraiment à profiter de la journée et profiter également des stands. Donc Splan, c'est un média d'investigation soutenu et financé par vous. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir se rencontrer, d'être sur une journée de soutien humain et dans la vraie vie. Et je vous souligne également qu'en termes de soutien, le soutien il est aussi financier. Et aujourd'hui, si vous voulez nous soutenir, le canal, c'est la boîte à dons que vous avez sur notre stand. Je ne prends pas plus de temps, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Et celle qui vous parlait, c'est Julie Lalouette-Geffroy, qui a fait les enquêtes sur la SAFER et la méthanisation notamment. Pour Splan. Bonjour à tous. Eh bien écoutez, merci d'être venus si nombreux. Il paraît que c'est complet pour venir célébrer donc les 5 ans de Splan. Nous sommes toutes les 5 réunies pour parler de l'enquête au féminin. Donc, je vais vous présenter mes interlocutrices. Donc, à ma gauche, nous avons Morgane Large, que vous connaissez tous. Donc, Morgane est journaliste cofondatrice de Splan, spécialisée dans les questions agricoles et environnementales. Elle travaille pour Radio Kreis Braze, et anime l'animation La Petite Lanterne. L'émission, qu'est-ce que j'ai dit ? L'animation. Pardon. Elle anime l'émission La Petite Lanterne et elle a récemment participé avec moi à une enquête de Splan sur la mine d'andalousite exploitée par Iris Aglomel et avec Célia Isoard qui nous a accompagnés. Voilà. Ensuite, nous avons Nathalie Bard, qui est journaliste agricole. Donc, Nathalie travaille à mi-temps pour les éditions Comet Pro, qui est un groupe de presse spécialisé qui publie notamment Grand Troupeau Magazine, qui est un titre qui évoque les prairies. Donc, elle est auteure-réalisatrice et ses derniers documentaires sont Et l'homme créa la vache pour Arte en 2017 et Agriculteur sous tension, une omerta française qui a été diffusée en 2020 sur les pollutions électromagnétiques en élevage. C'est un sujet qui la passionne encore aujourd'hui. On en parlera. Ensuite, nous avons Inès Léraud. Donc Inès, que tout le monde connaît également, journaliste indépendante et cofondatrice de Splan. Donc elle enquête principalement sur l'agriculture bretonne. Elle a réalisé la série Journal breton, la fabrique du silence, en 22 épisodes, qui a été diffusée sur Les Pieds sur Terre. Elle est également l'autrice de la célèbre BD Les algues vertes, l'histoire interdite. Et sa dernière BD, que beaucoup d'entre vous ont lu, j'imagine, est Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, qu'elle a signé ce matin. Et enfin, Marianne Kerfridin, qui est réalisatrice de nombreux documentaires qui portent sur les questions environnementales et agricoles pour France Télévisions et Arte. Son dernier documentaire que je vous recommande, je ne sais pas s'il est encore en replay, est Ikea, le Seigneur des forêts. Elle est également membre des comités éditoriaux de Disclose et de Splan. Et c'est l'ancienne présidente de la Garde, qui est la guilde des auteurs et réalisateurs de reportages et de documentaires. Et moi, je voulais présenter Catherine Le Gall, qui est journaliste, qui a notamment travaillé beaucoup sur les questions de la finance. Elle est auteure d'un livre qui s'appelle Les Prédateurs avec Denis Robert, d'un autre livre qui est formidable qui s'appelle L'imposture océanique. Et elle est aussi documentariste, notamment sur un documentaire qui s'appelle Le pêcheur et les télines, c'est ça ? Le pêcheur, le plancton et les télines, qui a été diffusé sur France 3 Bretagne, qui explique l'impact des pesticides sur le plancton.
Voilà, donc nous allons nous attaquer sans plus tarder au sujet de la table ronde, qui est donc l'enquête au féminin. Alors, en fait, je me disais qu'on allait commencer par une question piège, les filles. Est-ce que vous pensez que ce thème de l'enquête au féminin a un sens ? Je m'explique. Quand on a préparé la table ronde ensemble, on a discuté tous ensemble, et donc Nathalie m'a fait justement remarquer qu'en effet, il était fort peu probable qu'on organise une table ronde sur le journalisme d'investigation au masculin. Et à mon avis, il est vrai, ça n'a pas dû se produire. Donc, la question est de savoir, est-ce que ça a un sens de poser cette question ? Alors, je me disais que ce serait sympa de commencer par Marianne, parce que quand on a parlé ensemble, c'est vrai qu'on peut se poser la question de manière subjective, et ça, les filles, elles vont y répondre, mais de manière tout à fait factuelle et objective. Marianne, qui a donc été présidente de la Garde, a pu remarquer de manière tout à fait statistique que les femmes sont sous-représentées dans les documentaires d'investigation, et que donc la question de l'enquête au féminin se pose de manière tout à fait concrète. Peux-tu nous expliquer ? Ouais, j'ai un peu travaillé pour préparer cette table ronde et donc j'ai ressorti des chiffres de l'INA et aussi de la SCAM. Donc la SCAM, c'est la Société des auteurs multimédia, audiovisuels et multimédia, et l'INA, parce que moi je suis documentariste, je travaille pour la télévision. Et donc pour vous donner une petite idée quand même, encore aujourd'hui, donc 2021, c'est 71,6% des réalisateurs qui sont des hommes en prime time. On monte à 81% de réalisateurs hommes en access prime time, donc c'est 18-20 heures. Sur les docs d'histoire, c'est 75% d'hommes qui réalisent les docs d'histoire et on monte à 90% pour les documentaires scientifiques. Voilà. Et en investigation, ça c'est des chiffres de la SCAM, on est encore que 28% de femmes à réaliser des documentaires d'investigation à la télévision. Voilà, donc, et en plus, ça a baissé de 3 points par rapport à l'année d'avant. Donc effectivement, on voit que, en tout cas en matière de documentaire télé, les femmes sont encore très largement sous-représentées. Et je ne vous parle pas du temps de parole des femmes, qui dans les documentaires en prime time n'est qu'à 30%. C'est-à-dire que les intervenants, les témoins voilà, qui apparaissent dans les films sont encore majoritairement des hommes. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail. Donc on en conclut que cette question a sens alors ? Ouais, donc on l'a fait finalement cette table ronde. Bon on l'a fait alors. Ok, d'accord. Justement Nathalie, toi tu disais que tu penses que les femmes font des choix de sujets particuliers, selon toi. Et tu disais que tu pensais que les femmes proposaient des sujets qui viennent des tripes. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque ? Tu te souviens de ça, les tripes ? Alors, ce sera plus subjectif que les chiffres donnés par Marianne. En fait, alors d'abord, quand j'ai réagi au côté enquête au féminin, je me suis dit, non, d'abord, je suis journaliste. Je suis journaliste avec un sujet de prédilection, avec des sujets de prédilection qui sont souvent des histoires qui sont passées sous les radars, avec des citoyens ordinaires qui s'engagent sur des luttes particulières et souvent qu'on peut estimer perdues d'avance. Ça, c'est le point de départ. Et c'est vrai que sur la question des pollutions électromagnétiques en élevage, je me suis rendu compte qu'on n'était que des femmes journalistes à travailler là-dessus. C'est de l'enquête au long cours, c'est de l'enquête qui demande de la résistance morale, qui demande de l'endurance, parce que l'enquête, elle est jamais terminée. Le jour où elle est diffusée, le jour où elle est publiée, ça reste une porte ouverte. Il y a toujours des victimes, il y a des étapes judiciaires. Et en fait, ça demande cette résistance. Est-ce que c'est un caractère féminin ? Je n'en sais rien. Mais dans le constat, on n'était que des femmes sur la question des pollutions électromagnétiques. Et de toute façon, là, on est toutes ensemble. On a quand même travaillé sur des sujets, des problématiques de santé environnementale qui nous ont réunis. Voilà. Oui, d'ailleurs, Morgane, toi, tu disais que effectivement, généralement, les femmes, elles sont attendues plutôt sur des sujets comme de société ou des sujets liés à l'intimité. Et tu disais que, par exemple, en tant que membre du conseil municipal, dont tu as fait partie à Glomel, on a voulu te coller, entre guillemets, les sujets éducation et personnes âgées, donc tu t'es rebellée. Est-ce que tu penses, évidemment, et pour le journalisme, penses-tu que ce soit la même chose ? Alors moi j'ai la chance de travailler pour un média qui m'a toujours laissé une grande liberté et c'est vrai que quand je suis rentrée au conseil municipal en 2016 dans un conseil municipal de 15 personnes et que d'emblée on m'a proposé le conseil d'école et le centre communal d'action sociale,
j'aurais dit non, moi je vais prendre la voirie. Parce qu'en plus, la voirie, c'est un enjeu électoral très important en campagne. Donc c'est sûr qu'on est complètement invisibilisé quand on nous colle au conseil d'école, qui est le truc particulièrement chiant quand même. Et pour les sujets, non, moi j'ai eu de la chance de pouvoir tous les traiter. Après, j'ai eu beaucoup de mal à asseoir ma légitimité en tant que femme sur ces sujets-là. Et de fait, j'avais beaucoup de mal à parler aux chasseurs, par exemple. Donc j'ai passé mon permis de chasse en 2006, il me semble. Et alors là, c'était génial, mais vraiment super. Je suis allée au resto ouvrier le jeudi midi dans mon coin, là. Il y avait plein de chasseurs. J'ai commencé à essayer de parler avec eux. Ils me disent, bah ouais, mais vous êtes écolo. Et tout. Je leur dis, bon, non, j'ai mon permis de chasse. Et puis après, ils m'ont emmené à la chasse, ce qu'ils n'ont pas fait avant du tout, ce qu'ils ne voulaient pas du tout faire. Et puis après, aussi pour les questions agricoles, j'avais beaucoup de mal à être légitime. Et je suis de fait allée passer un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Alors ça veut dire que j'ai arrêté la radio pendant un peu plus d'1 an pour ça. Et là aussi, c'était super parce que j'avais des données fraîches. J'avais non seulement des données fraîches, mais je pouvais aussi, je sais pas, ils ont vu que je conduisais des tracteurs. Alors là, voilà, ça y est, quoi, je faisais partie du sérail et j'étais un peu plus légitime à aborder ces sujets que d'emblée, j'aurais eu vraiment du mal à aborder. Ok, merci. Il faut être un mec pour, se transformer en mec pour, je sais pas. En fait, ce que je vois, c'est la question de femmes et compétences, mais on pourra peut-être le développer plus tard. Quant à la question de l'enquête au féminin, pour toi, Inès, en fait, tu disais que ton envie d'enquêter et d'être journaliste d'investigation, notamment dans les questions environnementales, te vient directement d'une femme, puisque c'est une histoire filiale. Oui. Et dernièrement, je ne sais pas si vous avez lu ces livres qui étaient très connus. Moi, j'étais passée à côté Dans la forêt de Jean Egland, une autrice américaine qui a écrit ce livre dans les années 90, qui est une dystopie qui réunit 2 femmes dans une forêt, 2 sœurs. Et elle est venue récemment en Centre-Bretagne. Les habitants ont pu la rencontrer, j'étais là. Et en fait, c'est très, très visionnaire. Et ce livre est un des livres qui m'a le plus bouleversée que j'ai lu. C'est très précis, très visionnaire. Et en fait, elle expliquait comment c'est la grossesse, c'est engendré finalement, qui l'a amenée à toute cette inspiration et ces réflexions. Et je pense effectivement, en réfléchissant à la table ronde, moi, c'est vrai que je me disais que ce qui m'a amenée à l'investigation, c'est une transmission filiale, c'est l'histoire de ma mère. Et c'est une histoire de contamination, parce qu'elle était contaminée aux métaux lourds, qui m'a amenée à avoir envie d'enquêter sur un angle mort de la médecine moderne, les pollutions chroniques et leurs effets sur la santé. Et je pense qu'effectivement, en fait, s'il y a peut-être une distinction homme-femme à faire, c'est peut-être que nous, les femmes, on a une potentialité, la potentialité de porter la vie, d'engendrer. Ça engendre peut-être des responsabilités différentes face à la vie, face aux générations qui arrivent. Et on voit d'ailleurs, je sais pas, il y a un autre livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Quotidien politique de Geneviève Pruvot. Elle enquête dans la lignée des écoféministes de la subsistance et elle raconte comment les femmes, à travers les siècles, occupaient beaucoup les postes agricoles et s'occupaient des semences, des questions de fertilité en fait dans l'agriculture. Voilà, il y a quand même des répartitions de genre un peu qui peuvent aussi être regardées de manière intéressante et qui peuvent être regardées aujourd'hui dans la façon analysée, dans la façon dont c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui enquêtent sur les questions d'agriculture, sur les questions d'agriculture industrielle. On voit que nous, on est un collectif un peu informel d'une dizaine de femmes qui enquêtons au long cours de façon indépendante sur ces questions-là. Et sur les questions de santé, d'environnement, de climat en général, on peut remarquer qu'il y a Irène Frachon, Emmanuel Amar et les bébés sans bras, Marie-Monique Robin sur la question de Monsanto, Greta Thunberg sur les questions climatiques, Rachel Carson dans les années 60 qui a alerté à travers son livre Printemps silencieux sur les dégâts de l'agriculture industrielle, Vandana Shiva en Inde, Erin Brockovich sur la pollution de l'eau, etc.
Ouais, Sue et des Ebel. Sue Ebel aussi, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Une année à la campagne, qui est une entomologiste américaine. C'est un livre extraordinaire. Et pour rebondir, moi, je peux témoigner du fait. Et c'est vrai que quand j'ai abordé la table ronde, je ne l'avais pas envisagé comme ça, mais c'est un peu, comment dire, prosaïque, cette histoire d'enfanter. Mais en l'occurrence, moi, je suis devenue journaliste d'investigation en 2008, quand mes jumelles sont nées, parce qu'elles sont nées en pleine crise financière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elles sont nées prématurées, c'était hyper fragile. Et donc, moi aussi, j'étais fragile. Et je me suis rendu compte que leur destin était lié au marché financier et que moi, je ne savais pas ce que c'était, les marchés financiers. Et finalement, je ne me suis pas tournée vers l'agriculture, je me suis tournée vers la finance. Mais quoi qu'il arrive, le fait d'être devenue mère a créé cette prise de conscience également. Donc, je vous rejoins. Après, donc, effectivement, cette question a un sens, on le voit bien. Mais ensuite, quand on va un peu dans les coulisses de ce qu'est qu'une enquête, qui est notre travail, qu'on fait avec grand bonheur, est-ce que le fait d'être une femme intervient dans nos enquêtes? Donc, c'est la question que je vais vous poser. Donc, on peut imaginer que être une femme peut avoir une conséquence sur le choix d'un sujet, d'un angle, d'un traitement, ou tout bêtement quand on va sur le terrain auprès des interlocuteurs. Donc c'est vrai que là, une fois de plus, je voudrais me retourner vers Marianne, puisque qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? Mais tout va bien. C'est pour rebondir sur celle d'avant, parce que tu disais que quand tu fais des documentaires, en tant que femme, tu fais attention à ce que les experts et les personnages puissent être des femmes. Ouais, je suis extrêmement vigilante à ça et je me rends compte que quand même, généralement, quand les documentaires sont réalisés par des femmes, les intervenantes ou les témoins ou les expertes sont plus souvent des femmes. Et c'est vrai que, par exemple, sur mon dernier documentaire, j'ai plus de femmes que d'hommes et c'est un sacré challenge parce que, comme je vous disais au début, en prime time, voilà, il n'y a que 30% de femmes qui ont la parole dans les documentaires. Donc ça, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement vigilante et je pense que c'est très important. Et pour rebondir, mais ça, tu sais sûrement beaucoup mieux que moi, mais quand j'ai fait des documentaires qui ont été diffusés, je me souviens que quand on les vendait à l'étranger, là c'était pour Arte, et quand on les vendait à l'étranger, alors il y avait des pays qui avaient des quotas de femmes. Des quotas de femmes et des quotas de personnages racisés. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, je pense pas qu'en France, on ait des quotas. Non, mais c'est à l'international, ouais. Ouais, mais effectivement, je sais que, par exemple, les chaînes de télévision sont vigilantes à cela, en tout cas sur le papier, parce que concrètement, on voit pas, à mon sens, suffisamment les résultats. Et pour le cas, je sais pas si tu voulais que j'en parle maintenant, Catherine, mais par exemple, pour le projet pour Arte sur Ikea, on m'a imposé un co-réalisateur masculin. Voilà. La chaîne a refusé que je sois seule à réaliser le film et donc m'a imposé un co-réalisateur masculin. Et alors que sur le papier, Arte dit on n'a pas assez de femmes qui font des documentaires en prime time, donc il faut absolument qu'on en ait plus. Mais quand ça se présente, voilà, ils imposent un co-réalisateur homme. Mais quand même, j'ai pu le choisir, donc ça va. Est-ce que tu peux nous rappeler le nombre de documentaires que tu avais fait avant? Je pense une dizaine, dont déjà des prime time pour France Télévisions. C'était pas mon premier prime time, ouais. Ouais, donc ça veut tout dire, hein. Je vous laisse en tirer les conclusions. Et on a une très bonne amie qui est également réalisatrice et qui on a posé la même condition. Moi, on me l'a posé, mais bon, je suis novice, donc, dans la réalisation, donc voilà. Mais bon, en effet. Et par rapport, au choix des sujets, par exemple, toi, Morgane, tu disais que quelquefois, t'as envie de faire des sujets et que tu t'auto un peu censures parce que tu vas te retrouver dans un milieu un peu masculin et que tu sais pas très bien comment tu vas le vivre. Ouais, non. Bah oui ou non? Alors oui. non, complètement. Mais la différence, c'est que moi, je suis toute seule sur le terrain. Quand on est avec une équipe de tournage, il y a plein de monde. Moi, j'ai une sacoche. Et je rentre dans toutes les maisons, partout, toute seule. Et j'ai jamais... quand j'ai enquêté avec vous, on était à 2 ou voire à 3 à aller chez les gens. Mais moi, par exemple, je voulais à un moment enquêter sur les travailleurs roumains sur ma commune. Là, c'est donc des communautés d'hommes qui travaillent la nuit, qui sont... je m'étais rendu compte en épluchant j'épluchais les listes aux élections
pour les élections aux chambres d'agriculture et j'étais tombée donc sur ces ouvriers agricoles, salariés agricoles qui avaient le droit de vote. Je m'étais rendu compte qu'ils venaient tous à peu près de la même région en Roumanie et qu'ils avaient 2 adresses à Rostronin alors qu'ils étaient une vingtaine, donc c'est-à-dire qu'ils étaient 10 par maison. Et je me dis, mais comment je vais pouvoir rentrer en contact avec ces hommes-là tout en me préservant. Enfin, en fait, j'avais trop peur et j'y suis pas allée. Et voilà. Et donc, oui, ça m'est arrivé de vraiment me censurer sur des sujets où je tombais trop dans un univers uniquement masculin, quoi. Je me serais pas sentie en sécurité. Voilà. C'est peut-être con, hein, mais je sais pas. Mais c'est comme, enfin, la preuve en est, je l'ai pas fait parce que j'avais peur. Ok. Et vous, Inès ou Nathalie, est-ce que vous pensez que le fait d'être une femme peut avoir un impact sur justement le choix des sujets, le choix des angles, ou alors la manière dont vous êtes avec les interlocuteurs, la réaction que vous suscitez? Peut-être plus sur le processus d'enquête. J'ai eu la chance d'être formée à Toulouse, à l'université de Toulouse, par une femme qui s'appelait Marie-France Brive, qui a été une pionnière dans l'étude du genre et qui enseignait l'histoire des femmes. Elle nous a donné une méthode. Elle nous a appris une méthode qui aujourd'hui me sert sur le terrain pour les enquêtes, systématiquement, que ce soit pour les essais nucléaires, pour les pollutions électromagnétiques. La méthode, elle était simple. On remet de l'égalité dans le traitement de l'information. On avait invisibilisé les femmes, on remet de l'égalité. On va chercher des archives, on va chercher des nouvelles sources. Et ça, ce mécanisme, cette réflexion, je l'ai gardée. Mais ça, en fait, ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'il fallait recréer un nouveau protocole d'accès à l'information. Et ça ne pouvait passer que si on interrogeait le mécanisme qui avait permis d'invisibiliser. Et ça, cette logique, cette façon de travailler, elle m'a servi sur le nucléaire, elle m'a servi pour les champs électromagnétiques. C'était ramener toujours de la source. Qui a écrit le discours officiel? D'où viennent les sources? Comment on peut le déconstruire? Et on amène de la nouvelle parole. On fait émerger des paroles qu'on avait invisibilisées. Et ça fait partie d'un héritage que j'avais un peu rangé aussi dans le coin de ma tête et que je ressors là parce qu'on a réfléchi évidemment au débat, aux échanges. Mais c'est quelque chose que j'avais acquis, qui sort naturellement sur le terrain, mais qui appartient à une femme qui était vraiment pionnière dans cette approche nouvelle de comment on sort de l'invisibilité des gens que l'histoire a voulu faire disparaître. Et c'était le cas pour l'histoire de la Révolution, les résistantes, enfin les femmes dans les camps. Il y avait toujours une vision. En tout cas, on avait toujours une figure masculine qui était présente. Et ce travail pour faire réémerger la figure féminine, elle m'a servi dans le processus d'enquête aujourd'hui. Tu voulais réagir, Inès? Non, je voulais juste dire aussi qu'on n'était pas que des femmes. Enfin, que bien sûr, ce qui nous traverse, c'est aussi plein de choses. Et si ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est les terrains ruraux, agricoles, de s'intéresser aux classes paysannes, aux classes ouvrières, etc. C'est aussi que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas grandi en ville, on a grandi en zone rurale, on vient pas forcément de classes privilégiées. Enfin, il y a ce croisement en fait du fait peut-être d'avoir un certain point de vue et une certaine responsabilité face aux questions de santé, aux générations futures en tant que femmes, mais aussi un certain point de vue, une certaine responsabilité face aux classes opprimées, qui fait puisqu'il y a aussi plein de femmes qui travaillent qui travaillent pas du tout sur ces questions-là, et en tant que journalistes. Bon, bref, on est quand même à un croisement des chemins. On est des êtres humains avant tout, tu veux dire? Non, pas des êtres humains, mais ce que je veux dire, c'est que il y a non. En tout cas, ce qui nous réunit autour de cette table, c'est aussi des histoires de classe et aussi des histoires de territoire. Tu voulais dire quelque chose, Morgane? Non. Non. Oui, non, une forme d'empathie alors. En fait, simplement un contact de terrain sur certains territoires qui fait que n'ont pas été invisibilisés à nos yeux certaines populations qui le sont aux yeux de d'autres classes ou de personnes qui ne connaissent que les zones urbaines. Oui, non, tout à fait. C'est aussi notre cheminement personnel, au-delà de le fait d'être une femme, qui nous amène à empoigner des sujets qui, effectivement, généralement, sont très complexes, sont longs à mener. Et je pense qu'il y a plein de facteurs qui expliquent le fait qu'on s'y colle, quoi. Mais néanmoins,
parce que c'est quand même le sujet de la table ronde, donc je suis désolée de revenir à votre féminité, les filles. Je veux dire que ça s'ajoutait à la féminité, parce qu'on est quand même que des meufs à enquêter sur l'agriculture au long cours en indépendante. Bon, maintenant, il y a Nicolas Legendre aussi. Tiens, garde le micro. Attends que tu l'as. Est-ce que toi, en tant que femme, justement, la question de ton genre a surgi lors d'une enquête, par exemple, sur le terrain, où tu t'es sentie vraiment très, très, très femme? Moi? Oui, toi. Moi, sur le terrain, je pense que j'ai... je ne sais pas si c'était complètement calculé, mais je pense que j'ai essayé de retourner ma faiblesse en force, que j'ai rapidement vu, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les rédactions, que être femme, c'était plutôt une faiblesse. On était moins considérés comme faisant autorité, comme ayant une parole et une pensée légitime, et qu'on était plus un objet dans des rapports de séduction, on va dire, avec les hommes, qu'on pouvait être plus prise dans ces relations-là. Et en fait, je pense que j'ai, pour certains terrains difficiles, pour interroger certaines personnalités de l'agroalimentaire, certaines personnalités politiques, alors que je ne me maquillais pas du tout. Je me suis vraiment féminisée pour organiser ces entretiens. Et j'ai un peu organisé ce moment de bascule dans l'entretien où j'y arrivais vraiment en tant que femme. Donc en fait, j'avais des interlocuteurs qui, ne se préparaient pas à un entretien en confrontation, mais étaient dans une autre relation d'entretien qui était courtoise, dit Morgane. Et du coup, donc j'ai un peu joué ce jeu-là, et le moment où je sors vraiment mes questions et j'entrais dans la confrontation, c'était un moment de grande déstabilisation pour mon interlocuteur, et finalement ça me donnait beaucoup d'atouts pour pas qu'il ne me voie venir, quoi. Et j'ai vu que petit à petit, voilà. Et j'ai un copain noir qui m'a raconté la même chose. Il m'a dit je faisais exprès de vraiment pas prendre soin de mes vêtements, etc., pour aller interroger des hommes politiques. Il était journaliste politique. Et il me disait qu'au cours de ces entretiens, vraiment, c'était un des meilleurs investigateurs que je connaissais, et il arrivait vraiment à retourner ces personnes qui ne le considéraient pas du tout dans la première partie de l'entretien. Marianne, tu m'as raconté une anecdote similaire. Tu disais que lors d'un entretien, tu étais arrivée au Parlement européen comme une fleur. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais comme Inès, je me suis vraiment servie de ça et de l'image de la femme qu'on peut avoir, journaliste un peu potiche, très bien habillée. Donc quand j'allais au Parlement européen, parce qu'à un moment je travaillais pour une émission d'Arte sur les questions européennes, effectivement, je me coiffais, je me maquillais, je m'habillais extrêmement bien. Et en fait, mes interlocuteurs se méfiaient pas du tout. Donc ils étaient un peu, comme tu disais, courtoisie, mais moi je dirais séduction. Et donc en fait je profitais de ce moment. Ils se disaient oh bah celle-là elle est mignonne, elle a l'air gentille, elle va pas me... Et là bam, j'envoyais mes questions, et ça m'est arrivé que j'en ai un qui est carrément parti. C'est-à-dire que j'étais en pleine interview et il est parti, quoi. Il n'a pas fini l'entretien. Donc moi je me suis plutôt servi de ça comme un atout, et je continue à le faire d'ailleurs. Et comment dire, toi Morgane, tu disais que une fois tu étais partie faire une manif pour enregistrer du son, mais tu étais avec ton enfant parce que tu n'avais pas pu le faire garder, et que donc quelqu'un est venu vers toi en disant ah mais je cherche la journaliste, elle est où? Oui, alors je reviens à ce que mes deux collègues ont dit là. En fait, moi, je trouve que c'est assez légitime de le faire parce qu'on est face à des gens qui sont absolument pas dupes, quoi. Enfin, c'est des gens qui profitent aussi très souvent de leur position sociale. Donc, moi, j'ai aucun scrupule à le faire, même si je le fais sans doute beaucoup moins bien que vous. Ouais. Alors, moi, j'ai quand même vu qu'il y avait plus de difficultés. En fait, être une femme, c'était plutôt une facilité. Être une mère, c'était plutôt une difficulté dans mon boulot. Parce que je pense que ça invisibilise. Moi, à une époque, je bossais pour la presse écrite, et donc je devais, comment ça se passait ? Je devais le week-end aller faire des photos d'événements,
Et puis après, le dimanche soir et le lundi, je tapais tous mes articles. Je repassais des coups de fil donc le lundi pour avoir... mais il fallait absolument qu'il y ait une photo de l'événement. Et comme j'étais hyper mal payée et que j'avais un petit enfant tout petit, voire bébé, je le prenais avec moi pour pas le faire garder 1 heure pour aller faire une photo parce que sinon je gagnais rien. Enfin, et donc soit je l'avais dans les bras, je le posais à mes pieds ou j'avais un cosy, un machin, puis je faisais ma photo. Et en fait on me voyait pas. On me disait mais elle est où la correspondante? Alors je levais la main, mais comme j'avais un bébé dans les bras, on ne me voyait pas. C'est dire aussi qu'on est dans une société où le fait d'être une mère, ça isole socialement complètement. Si on ne voit pas, on n'est pas non plus écouté. Enfin, je pense que c'est un truc de dingue. Et moi, j'ai trouvé que ça, c'était très compliqué. Après, c'était compliqué aussi en tant que mère, tout simplement, quand les enfants sont malades, c'est quand même très, très rarement les hommes qui restent à la maison. Hein, c'est les femmes qui loupent la matinée de boulot. Et puis quand 3 semaines après, c'est le 2e enfant qui est malade, on dit « Ah, mais ils sont souvent malades, tes enfants. » Non, enfin, comme les autres. Enfin, voilà, non, c'est super... ça, j'ai trouvé ça super compliqué. Et ça aussi, ça donne l'image d'une personne dans son métier qui performe moins qu'un homme. Moi, les réunions de 20h à 22h... je disais à mes collègues non, ou alors m'envoyer sur le terrain tard. Je leur disais non, moi je suis obligée de rester travailler dans les heures hors scolaire, quoi. Enfin, tout simplement, alors que ça représente assez peu d'obstacles pour les hommes, ce type d'être dans la paternité et eux ils peuvent se libérer beaucoup plus facilement que les femmes, quoi. Et toi, Nathalie, tu disais que non, tu te sentais pas, tu t'es jamais vraiment sentie enfin, je veux dire, ça t'a jamais... la question du genre ne t'a pas traversé spécialement pendant tes enquêtes, sauf une fois, au milieu d'un troupeau. Suspense. Je lance le teasing. Vas-y, c'est vrai que, contrairement aux filles, je passe plus de temps en jean et en bottes je sillonne les fermes, donc je suis pas dans l'élégance suprême et je suis sur un travail de terrain. En fait, j'ai une légitimité, c'est que je suis issue du milieu agricole, donc en fait, même mes enquêtes, elles sont dans le même espace social que mon milieu d'origine, et en fait, j'ai eu plus à me battre sur ma légitimité en tant que fille issue du monde agricole devenue journaliste qu'en tant que femme journaliste. Ça, c'est vraiment mon combat, il était plutôt sur le milieu d'origine. Et mais c'est vrai que quand même une fois sur un reportage, un éleveur m'a jaugé, il m'a amené au milieu de la prairie, un troupeau de limousines, il m'a collé bien au milieu, il a attendu et il m'a dit vous n'avez pas peur? Ah bon, alors maintenant on va pouvoir discuter. Donc voilà, mais ça arrivé une fois en 10-15 ans et j'arrive quand même avec on est du même milieu. Donc ça, j'ai pas eu ça. Mais là où j'ai beaucoup d'admiration pour le travail que font Inès et Morgane, c'est que en travaillant pour la presse agricole, c'est typiquement des sujets qu'on laisse sur le côté. Parce qu'on n'a pas le temps, l'agro-industrie, je veux dire, moi je suis sur un journal technique agricole, donc on apporte de l'information technique. Et on n'a pas le temps. On n'a ni le temps ni les moyens de faire de l'enquête et d'aller bousculer des modèles aussi qui sont établis. Donc là, je me suis dit, moi j'étais très loin de la Bretagne à cette époque-là, j'étais dans la Sarthe et je suivais de loin vos aventures et je me disais, waouh, les nénettes, elles y vont fort, quoi. Et puis en plus, j'ai pas eu l'impression en Pays de la Loire de m'être heurtée aux mêmes difficultés d'accéder à l'information que celles que vous avez eues. Je trouve qu'on a une diversité de filières qui est beaucoup plus communicante. Et donc voilà. Donc du coup, oui, je me suis pas. C'est pas mon statut de femme que qui m'a en tout cas empêché d'avancer. Mais tu fais de l'enquête aussi aujourd'hui. Oui, tu travailles pas que pour la presse professionnelle. Bien sûr, oui. Mais c'est toujours de l'enquête qui émerge. C'est des sujets qui émergent de mon travail de terrain. En fait, c'est parce que je travaille dans la presse agricole que ces sujets sont sortis et que je les ai travaillés. Voilà. Ouais. Ok, merci Nathalie. Donc on va en arriver à la dernière question. Je voulais juste témoigner concernant cette question du genre. Lors de mes enquêtes, moi je me sens souvent très très femme parce que en fait je n'hésite jamais à regarder mon interlocuteur en disant ah ouais, mais c'est dingue. Et alors généralement l'interlocuteur fait dis donc et donc il continue à parler, il se met dedans tout seul, même pas besoin de
Parce qu'en fait, il s'avère que j'ai travaillé avec des journalistes hommes. Et donc, on arrivait tous les deux, enfin, je veux dire, on voyait les interlocuteurs ensemble. Et il y en avait un journaliste de Libé, il arrive, il disait ouais, alors vous dites ça, ça, ça et ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et je voyais l'autre en face, il était là, et forcément, il allait rien dire, quoi. Il se refermait comme une huître. Et moi, pas du tout comme ça. J'arrivais hyper cool, dans la rencontre, aussi dans l'empathie. Je pense, en tous les cas, tu crées une sorte de lien émotionnel avec la personne. Et ensuite, tu n'as pas, en fait, il s'avère que tu connais très, très, très bien les réponses qu'ils vont te donner. Et c'est très, 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 très bien où il va aller. Et que tu dis, ah mais vas-y mon coco, je vais te rattraper à ce moment-là très précis. Quelquefois même, tu connais mieux les dossiers que le mec. Mais tu regardes avec un regard et tu le laisses parler. Et là, les infos, elles tombent, ding, 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 ding. C'est même pas la peine de... Et donc là, je dois dire que le fait d'être une femme m'a beaucoup servi. Parce qu'en fait, je me dis pas, ah là, je vais avoir une conne si vraiment je le regarde en disant que je sais pas, quoi. Alors, moi, j'ai quand même une technique qui marche assez bien. Ah bah finalement, ça sort les techniques. C'est que donc les gens me lancent, en général, je suis en face d'hommes qui me débitent les objets de communication, enfin les éléments de communication habituels. Et là, je le regarde et je dis, j'ai pas compris. Et là, il me réexplique, mais vraiment très, 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 très bien. Il me réexplique, puis quand j'ai toujours pas compris, il me réexplique encore une fois. Et au bout d'un moment, il y a un truc quand même sur lequel s'accrocher. Ouais, voilà, donc on vous a tout dit. Maintenant, vous pouvez y aller, vous pouvez le faire. Enfin, en tout cas, les nanas. Comme quoi, ça sert. Cette table ronde était vraiment bien judicieuse finalement. Et ensuite, donc nous sommes toutes les 4 journalistes indépendantes, même si Nathalie est rattachée à un magazine, quoi qu'il arrive, elle vend ses sujets, et Morgane également doit vendre ses sujets. Donc la question, c'est de se dire, est-ce que le fait d'être une femme va induire... Est-ce que ça induit des réactions différentes chez les autres? Donc là, on a la perception de qui on est par les autres. Est-ce que vous pensez, quand on est indépendant, par exemple réalisatrice, que c'est plus compliqué de vendre un sujet à un producteur, à une chaîne, à un éditeur? Ou quand on signe un article ou une enquête, est-ce qu'elle est reçue différemment par les autres parce que c'est signé par une femme? Donc quand on parle de signature, Morgane, toi, tu m'as dit que le fait qu'il n'y ait pas de « E » à ton prénom, tu considères ça comme une protection, en fait? Ouais, ça m'a pas mal aidé. Ouais, on m'a souvent pris pour un mec, donc oui, ça laisse planer un doute sur mon genre, qui parfois, même pour demander aussi des rendez-vous, pour avoir des interviews, tout ça, il y a plein de gens qui sont très surpris que je sois une femme une fois qu'ils m'ont en face d'eux, quoi. Genre surpris déçu ou surpris? Surprise. Oh, voilà. Oh, je pensais que c'était un Morgan. Enfin voilà. Et en quoi ça te protège? Non, ça me protège pas, mais je pense que ça met moins de frein, et ça aussi à une époque, je pense que j'étais moins discréditée parce qu'on pensait que j'étais un homme aussi. Et tu disais que par contre là, Morgane, sans eux, mes femmes, que tu avais reçu des menaces de la part d'industriels, qu'on avait remis en question ton travail. Est-ce que tu penses que ça peut être lié à Morgane sans eux? Alors non, c'est pas lié à Morgane sans eux. Là, c'était vraiment ton statut de femme. Ouais, mon statut de femme. Bah si, oui, j'ai eu des prises de parole publiques sur des médias nationaux, notamment du grand président de Triskalia. À l'époque, ça a changé. Maintenant, c'est Eureden. C'était Georges Gallardon qui a dit que faire du journalisme, c'était pas cracher du venin, que en fait j'attaquais tout le monde, j'attaquais les industriels, j'attaquais les hommes politiques, que j'avais quelque chose qui tournait pas rond dans la tête, et que si je faisais tout ça, c'était pour me faire connaître parce que personne ne me connaissait. Donc je rapprochais ça vraiment du type de défense que peuvent avoir des hommes comme Patrick Poivre d'Arvor, que j'ai entendu dire, enfin qui a pu dire ces femmes-là doivent avoir un livre à vendre ou quelque chose, enfin, en parlant de ses victimes. Par contre, vous, Inès et Nathalie, en tout cas Nathalie, tu disais que tu penses que être une femme n'a pas spécialement d'impact sur la réception, sur la vente des sujets. Je ne sais pas ce que le sentiment que tu avais, Marianne, aussi sur l'audiovisuel. Paradoxalement, je me suis plus accrochée avec des directrices de programmation qu'avec des hommes. Dont la dernière, d'ailleurs, qui m'a répliqué tout simplement, tiens, on peut faire de l'investigation en région.
Donc ouais, on peut faire de l'investigation en région. Merci Splan, on est là. Et je trouve que c'est formidable de ramener ce débat-là dans les territoires, de quitter Paris enfin. Ça, c'est déjà une super bataille et en tout cas une belle victoire. Et donc là, c'est finalement, je vois, c'était, on va pas les nommer, mais j'ai l'impression que je me suis quand même un peu plus battue contre les directrices de programme pour imposer des sujets et des vues. Parce qu'elles occupent pas mal de postes, en fait, l'air de rien. Ouais, mais les producteurs restent majoritairement des hommes. Le producteur intermédiaire, oui. Notre intermédiaire est producteur. Et ouais, mais c'est vrai que les directrices de programme, c'est beaucoup des femmes. Et d'ailleurs, que je travaillais avec un réal belge, il les appelait les daronnes. Parce que tu sais, elles font un peu l'appui et le beau temps, quoi. Non, mais c'est vrai, elles ont quand même vachement de pouvoir sur les. Enfin, je ne dis pas au grand jamais qu'il ait raison de dire les daronnes. Je ne prends pas ça à mon compte. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont directrices de programme. Et elles sont pas toujours très. Enfin, on peut s'accrocher, je comprends. Moi, j'ai pas du tout cette expérience dans les médias pour lesquels j'ai travaillé. J'ai eu affaire que à des rédacteurs en chef hommes. Quasiment, enfin dans les médias radio, dans les médias papier. Quand j'ai commencé dans les années 2010, que ça soit à Mediapart, au Canard enchaîné, à Basta, à Reporter, à France Inter, là-bas si j'y suis, Interception, comment ça s'appelle, Secret d'info. Il y avait que des hommes. La série documentaire, enfin voilà, et la seule émission où il y avait où finalement j'ai travaillé avec une femme, les pieds sur terre, il y avait beaucoup plus de journalistes femmes qui étaient embauchées. Et c'est vrai que auprès de tous ces hommes, bah, j'ai eu quand même, moi je voyais beaucoup, je sais pas si c'est parce que j'avais affaire à des hommes, mais en tout cas auprès de ces médias, j'ai simplement l'enquête sur les algues vertes, j'ai eu beaucoup de mal à trouver preneur. Enfin, ça m'a pris des années. Et quand j'ai pu la faire pour Secret d'info, je sais plus en quelle année c'était, en 2016 ou 2017. D'habitude, les journalistes qui menaient l'enquête étaient interviewés à l'antenne pour présenter leur enquête. Et moi, j'étais une des rares femmes qui avait mené une enquête radio. C'était quand même un pôle particulièrement masculin. Et ils ont considéré que ma voix faisait pas assez journaliste d'investigation. Et du coup, c'est un homme qui a présenté mon enquête à la radio. Enfin, si. J'ai pas pu la présenter moi-même. Ça a été une exception dans l'année radiophonique de Secret d'info. Oui, ça laisse pantois. Alors justement, t'inquiète pas, Marianne est prévue. Et d'ailleurs, je vais la petite question sous forme de boutade, Marianne, pour rebondir sur ce que disait Nathalie, parce que ça m'a fait rire. Elle m'a dit, mais au-delà, Marianne a longtemps habité à Paris et maintenant elle est venue habiter à Nantes. Et elle m'a dit, quand je vais voir une boîte de prod ou même quand je vais à Paris, c'est pas spécialement être une femme. Le problème, c'est le fait d'habiter en province. Ouais. Donc moi, je suis originaire de Quimper, hein, j'ai grandi à Quimper, mais je suis montée à Paris pour finir mes études et après je suis restée 12 ans à Paris. Et effectivement, j'ai préparé le terrain auprès des producteurs et des diffuseurs pour dire, attends, je vais sans doute déménager et aller à Nantes. Et je me souviens que quand j'ai vraiment annoncé la nouvelle, je savais qu'il fallait les préparer psychologiquement. Il y a un producteur qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à Nantes? Tu vas ouvrir une crêperie? Non, je vais être journaliste d'investigation depuis Nantes. Oui, c'est possible. Et donc moi, ce que je constate encore aujourd'hui, c'est que là, c'est en train un peu de changer, mais vraiment, dès que tu quittes Paris, en fait, tu sors complètement du circuit. Et j'ai encore une production que je suis passée voir en septembre dernier qui m'a dit, alors que je fais moi des films plutôt nationaux et internationaux, non, Marianne, je crois que vraiment, il faut que tu joues la carte des territoires. Vraiment. Voilà. Donc, je sais pas ce que ça veut dire jouer la carte des territoires. C'est ça un peu. Et voilà. Donc l'idée de maintenant que je suis en province, que d'être cantonnée aux sujets locaux et tout, même si souvent dans mes sujets nationaux, internationaux, je pars quand même du local. Mais voilà, vous dire que moi, la discrimination la plus forte que j'ai sentie dans ma carrière, c'est plus le fait d'habiter en région que d'être une femme. Ouais, moi je trouve qu'on se fait quand même hyper souvent siphonner notre boulot par des mecs. Quand même, quand même. Et que c'est complètement hallucinant d'avoir des gens qui vous appellent, qui savent très bien que vous travaillez sur des sujets, qui vous demandent vos sources, qui vous demandent qui sont vos sources, quelles sont les infos, quels sont les contacts. De secret d'info là notamment. Je parle de secret d'info. Ouais, je parle de secret d'info. Ouais.
Ça, c'est une forme d'invisibilisation des femmes qui perdure. Enfin, est-ce que vous vous êtes fait siphonner votre boulot par des mecs, par exemple, et invisibiliser sur des boulots? Moi, ça m'est arrivé. En tout cas, je pense qu'effectivement, ce qu'on a remarqué en discutant entre femmes qui enquêtent au long cours sur les sujets agricoles, c'est que on a plusieurs d'entre nous qui, toutes, on vit en zone rurale. Et en fait, je dirais que c'est encore un croisement entre peut-être être femme, mais surtout vivre en zone rurale. On se retrouve avec des journalistes parisiens qui travaillent pour des plus gros médias et pour lesquels beaucoup d'entre nous servent de fixeurs, d'informatrices, fixeuses, informatrices. Et du coup, on ne signe pas ces sujets. En fait, c'est signé par des journalistes, mais on a affilé toutes les infos, quoi. Par des journalistes de la télé ou des journalistes parisiens. Et qui parfois nous ont promis qu'on allait travailler ensemble. Et tu penses que d'être une femme, et on va dire, va amplifier le phénomène, ou que par exemple si t'étais un homme, ça se passerait pas comme ça? Ah oui, je pense. Moi, je pense. Moi aussi, oui. je pense. Ouais. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Inès. Je sais pas si vous savez ce que c'est les fixeurs et les fixeuses, mais c'est d'habitude quand on part en reportage à l'étranger, on a un journaliste local qui va nous aider pour notre enquête de terrain parce qu'il parle la langue, parce qu'il connaît les us et coutumes. Et nous, on a une copine qui est membre de notre collectif qui s'appelle Hélène Servel et qui travaille sur l'exploitation des travailleurs et travailleuses immigrés dans l'agriculture, ouais. Et en fait, effectivement, elle a été embauchée comme fixeuse par envoyé spécial France 2. Donc, on parle quand même de la France, hein, on parle du sud de la France. Et donc, son statut, au lieu d'être co-autrice, par exemple, du reportage, ou autrice, c'était fixeuse. Donc voilà, les journalistes parisiens embauchent des fixeurs et des fixeuses locaux en France, quoi. Il faut, voilà. Sachant qu'en fait, ça a des ramifications, des conséquences, on va dire, beaucoup plus larges que ce qu'on est en train de vous décrire là d'un problème de co-autorat. C'est que souvent, on est des personnes qui vivons sur le terrain. Hélène Servel, c'était son cas. Ses parents étaient agriculteurs dans le pays d'Avignon. Elle enquêtait au long cours sur un sujet extrêmement sensible sur le maraîchage intensif qui employait dans des conditions catastrophiques de la main-d'œuvre migrante. Et donc, ces journalistes viennent de Paris, ils utilisent ces informations, ils vont voir ces sources, mais ils prennent pas de précautions particulières puisqu'eux, ils s'en fichent, ils repartent après. Et donc, elle se retrouvait sur place avec toutes les menaces. Et c'est aussi ce qui est arrivé à Morgane quand elle a été filmée par France 5 pour Bretagne, une terre sacrifiée. Morgane, elle connaissait le terrain, donc là, t'étais pas fixeuse, t'étais témoin. Non, t'étais filmée par France 5. France 5 repart à Paris, fait un carton d'audience avec plus d'1 million de téléspectateurs, et elle se retrouve avec des roues déboulonnées. Oui, et quand il a commencé à y avoir des articles assez inquiétants et diffamants, par exemple sur le paysan breton, je me rappelle d'avoir appelé les réalisatrices et de leur avoir dit là ça craint, le paysan breton, c'est quand même un truc qui arrive dans toutes les boîtes aux lettres des agriculteurs. Et puis elles m'ont répondu, mais elles m'ont dit mais c'est combien d'exemplaires? Je dis 45 000. Oh mais 45 000 exemplaires, c'est que dalle, quoi. Elle se rendait pas du tout compte que moi je la vivais. C'est comme si moi j'étais près du feu et puis que elles étaient très 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 loin des flammes, quoi. Mais pareil pour la production, hein, pareil pour France Télé, qui ne m'a pas aidé non plus à payer mes frais de justice. Voilà, j'ai essayé, j'ai bataillé, je les ai rappelés, je leur ai dit j'estime que vous avez une responsabilité, vous devriez au moins me défendre, me défendre. D'ailleurs, il me semble que Marianne, elle a eu une attaque en diffamation à la suite d'un de ses sujets. Elle avait aussi un témoin qui était attaqué. Elle a réussi à faire en sorte que ce soit la chaîne de télé qui prenne la défense du témoin et de toi aussi. Et elle a gagné, d'ailleurs. C'était contre la FNSEA. Ouais. Donc, merci les filles. On va conclure, en tous les cas, provisoirement, parce que maintenant, on va vous céder la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser? N'hésitez pas, on vous écoute. Bonjour, merci à toutes. Vous évoquez le phénomène d'autocensure, notamment vous, Morgane, concernant l'inquiétude de violence masculine que vous auriez pu connaître dans certains périmètres d'investigation. Est-ce que vous remarquez aussi, comme moi je peux le remarquer par exemple sur les réseaux, que les violences, les propos violents à votre rencontre peuvent être eux aussi genrés pour le coup, avec des spécificités. Je pense notamment menaces de viol, ce qui arrive rarement aux hommes, même aux hommes écolos engagés. Est-ce que vous remarquez ces éléments-là genrés dans les violences, les menaces, les insultes que vous pouvez subir sur les réseaux ou ailleurs?
Je sais pas. Est-ce que quand sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui menacent de venir chez vous, c'est spécifiquement aux femmes? Parce que moi, ça m'est arrivé. Faudra pas t'étonner quand on viendra chez toi. Inès Leroy a été aussi discréditée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y avait quelque chose de genré dans les propos qui étaient tenus sur les réseaux sociaux? Il y avait des références, comme tu en parlais tout à l'heure dans les propos de Georges Gallardon, le patron de Triskalia, enfin le président de Triskalia à ton égard. Moi, le lobby de Hervé Le Prince, qui s'appelle... et l'autre New Sense, et les omnivores. En tout cas, un lobbyiste qui s'appelle Hervé Le Prince, sur sa page Twitter, a parlé régulièrement de mon hystérie, de ma folie. Pourquoi enfin, je dois avoir un grain pour critiquer à ce point les agriculteurs, dire du mal à ce point enfin, en plus, enfin voilà, connaissant mon travail, c'était pas du tout le cas. Mais il génère un peu ce genre de fausses informations auprès de la communauté agricole que j'en voudrais de manière obsessionnelle aux agriculteurs. Mais là, maintenant, à part ce genre de remarques qui pourraient sembler genrées, en tout cas liées à l'hystérie, je vois pas de... Vous avez un peu évoqué vos relations entre femmes dans le secteur, mais est-ce que d'un point de vue, je sais pas, communautaire entre journalistes aujourd'hui, bon, c'est ce qu'on voit, vous êtes déjà autour de la table, mais est-ce qu'il y a une mouvance en fait autour des journalistes d'investigation? Est-ce que vous organisez entre vous peut-être pour réussir à faire face aux problématiques que vous rencontrez? Non, mais c'est Inès qui a l'initiative du collectif de journalistes d'investigation en région qui travaillons sur les questions agricoles et environnementales. Et franchement, ça nous fait énormément de bien parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est le fait que quand on est journaliste indépendant, on est quand même très isolé. On n'a pas de rédaction derrière nous pour nous soutenir dans les moments difficiles. Parfois, on a des gros trous où on galère financièrement. Le temps qu'on vende un sujet, par exemple, il peut s'écouler plusieurs mois, en tout cas pour mon cas en documentaire. Et le fait de pouvoir se retrouver, d'échanger, de se soutenir, justement, si on est en galère sur un sujet, si on a besoin de contact, de phosphorer ensemble, ça nous a fait énormément de bien. On se retrouve, nous, 2 fois par an. On essaie d'aller justement sur des zones un peu de lutte. Voilà, ça nous parle, ça nous inspire. Et c'est vrai que l'initiative d'Inès et de Morgane, je crois aussi. Bon, en tout cas, ça nous a fait énormément de bien de se retrouver toutes ensemble, quoi. Mais après, au-delà de ça, moi, ce que je trouve important, mais je prêche pour ma paroisse, c'est de se syndiquer. Nous, on a créé la Garde, donc la Guilde des auteurs et réalisateurs de reportages et de documentaires, il y a 5 ans. Parce qu'on se sentait pas assez représenté par les syndicats de journalistes en place, qui sont surtout des syndicats de journalistes en CDI et moins d'indépendants. Et donc voilà, donc l'importance aussi de se syndiquer. Et par exemple, à la Garde, on a une commission égalité hommes-femmes et on fait énormément de choses aussi sur cet aspect-là. Et je voudrais préciser aussi que d'ailleurs la création de Splend il y a 5 ans a vraiment changé la donne sur ces questions-là, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à venir enquêter en Bretagne, je me suis installée il y a 10 ans, du coup en 2015, et pendant les années où il n'y avait pas Splend, les procès en diffamation que j'ai pu avoir, je devais me défendre avec des rédactions qui étaient loin, qui étaient à Paris, et c'était très très épuisant financièrement, mentalement, et avec des rédactions qui comprenaient pas du tout le terrain d'enquête. Et en fait, là, on voit qu'on vient encore d'avoir un procès en diffamation, cette fois-ci avec Splend. Et Christine Falleron et moi étions poursuivis avec la rédaction de Splend, et c'est vrai on a vécu complètement différemment, d'avoir une rédaction sur place qui comprenait totalement les enjeux, qui nous a complètement soulagés, qui a fait tout le boulot. Nous, ça a très peu pesé sur nos épaules quand même. Et c'est une grande victoire de ces années d'investigation en Bretagne, la naissance de ce média. Je sais pas quelle heure il est. Ça fait une dernière question parce qu'il est 15h01, puis ce sera la prochaine table ronde, quoi. Bonjour. Déjà, merci pour tout ce que vous faites. C'est pas facile comme question, mais j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à l'évolution justement de la place dans le milieu de l'enquête. Est-ce que ça avance? Et plus personnellement, en sortant de plus en plus d'enquêtes, est-ce que vous avez le sentiment que vous gagnez en légitimité?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un grand changement. Oui, par exemple, là, et au niveau de l'agriculture et au niveau de la place des femmes. Et on voit d'ailleurs que Mediapart, quand on enquêtait, nous, pendant des années, il n'y avait pas de service agriculture à Mediapart. Maintenant, il y a un service agriculture qui est tenu par Amélie Poinceau. La direction en chef de Reporters, elle est maintenant aux mains de Amélie Mouget. Hervé Kempf est parti à la retraite. Il y a vraiment enfin voilà, Mediapart, Amélie Poinceau, j'en ai parlé juste avant. Et oui, la rédaction en chef de Mediapart aussi s'est féminisée. Et on voit que du coup, les questions écologiques et agricoles, grâce à ces femmes qui prennent la tête de ces médias, prennent beaucoup plus de place et sont davantage étudiées. Et que nos sujets sont beaucoup plus valorisés et compris, acceptés dans les rédactions. Et moi, ce que je peux dire, mais c'est au-delà de la question des femmes, mais c'est dire que justement des médias indépendants financés par le don, comme Spland, mais je vais aussi citer Disclose, je fais du placement de produits. Voilà, mais ça aussi, ça a changé quand même beaucoup la donne, parce que moi, je vois Le Regard qui suit encore beaucoup à Paris pour vendre mes films. Avant, on était un peu regardé ces médias-là indépendants financés par le don avec une forme de condescendance, quoi. Et maintenant, on sent Marianne était au CE de Disclose, au CE de Spland. Là, on regarde avec beaucoup moins de condescendance et on sent que vraiment c'est devenu, peut-être c'est un peu fort de dire contre-pouvoir parmi les médias dominants, mais voilà, le fait que par exemple Spland multiplie les partenariats avec des grands médias, voilà, je pense que ça nous donne vraiment une légitimité au niveau local, évidemment, mais aussi au niveau national, voire parfois il peut y avoir des partenariats à l'international. Et donc ça c'est vraiment hyper important. Et quand on voit que les dernières campagnes de dons ont fonctionné, et qu'on a dépassé nos attentes, même s'il faut toujours continuer à donner, attention. Non, mais ça montre qu'il y a aussi une vraie appétence du public pour des médias indépendants, pour voilà, qui a une parole différente des médias dominants. Et donc, je pense que ça donne aussi beaucoup d'espoir. Oui, moi, je voulais juste ajouter par rapport à Spland que ça m'arrive moi d'intervenir à l'IUT de Lannion qui forme des journalistes. On voit qu'il y a énormément de gens qui quittent le métier au bout de quelques années parce que c'est un métier hyper dur et c'est surtout un métier précaire. À Spland, déjà dans l'équipe, il y a beaucoup de femmes. Dans l'équipe salariée, il y a aussi beaucoup de femmes. Dans les gens qui ont fait les enquêtes, il y a beaucoup de femmes. Et moi, j'avais à cœur que à Spland, on embauche des jeunes journalistes pour faire de l'investigation parce que aujourd'hui, des journalistes qui rentrent dans des rédactions, ils font des boulots de merde, souvent, qui les dégoûtent. Et là, c'était, pour moi, très important que Spland soit un média qui donne sa chance à des jeunes journalistes, épaulés par l'équipe en place, épaulés aussi par un peu les mentors des enquêtes, des gens qui sont là en aide sur des enquêtes. Mais c'était, pour moi, capital qu'on se positionne comme ça. Bah écoutez, merci le public d'avoir été là, merci les filles. Et vive les femmes d'investigation de territoire.